d'être continué de le faire. Ça dure à peine 30 minutes, donc prenez le temps, vous allez voir, c'est très intéressant parce que mes invités le sont de façon exceptionnelle. Léo Larivière, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Eh ben, ça va, malgré la blessure, je vais bien. Les cordes vocales fonctionnent, donc je suis en capacité de venir intervenir ici. Et le cerveau aussi? Le cerveau, j'espère, fonctionne aussi. Enfin, ce sera aux gens d'ici de le dire à la fin de l'intervention. Voilà, vous représentez Transport et Environnement. Un mot évidemment sur cette grande structure environnementale, entre autres, mais pas que. Oui, Transport Environnement, c'est une organisation, une ONG, un think tank spécialisé sur la décarbonation des transports. Le nom est assez transparent, hein, Transport Environnement. On a aussi une soixantaine de membres à travers toute l'Europe, donc on a un réseau d'associations qui travaillent sur ces sujets-là. Donc ça fait 30 ans qu'on existe à Bruxelles et dans les grands pays européens, donc avec une expertise, des propositions, des recommandations qu'on a développées depuis longtemps maintenant sur ces sujets de transition et transport et l'automobile en particulier, donc on va en parler aujourd'hui. Et jamais de façon punitive. Parce qu'une des choses qui fait que l'électrification a été peut-être mal reçue, c'est que les gens ont l'impression qu'on leur imposait que c'était un peu punitif. Jamais avec Transport et Environnement. Ce qui est intéressant en fait dans la transition des transports, c'est qu'il y a évidemment des bénéfices environnementaux, climatiques, hein, c'est l'un des sujets importants, mais il y a aussi des bénéfices industriels, sociaux, économiques, et c'est là-dessus qu'il faut insister, c'est-à-dire que évidemment quand on présente les choses en disant on va se flageller et on va faire une transition qui ne comporte que des contraintes, ça ne peut pas fonctionner. Il faut aussi insister sur les co-bénéfices, et il y en a plein, notamment en termes de transition vers le véhicule électrique, donc on est aussi là pour en parler, et notamment pour les entreprises. Pascal Pavard à vos côtés, voilà, on va passer le micro à son voisin, Zin. Oui. Vous êtes directeur en gros responsable du parc automobile EDF, puisque évidemment, s'il y a une société, une entreprise qui doit avoir une flotte qui va être électrifiée, si c'est pas EDF, c'est qui quoi? Oui. Alors, donc moi je suis chef de projet investissement du groupe EDF, donc j'ai en charge de piloter l'électrification de la flotte du groupe. Donc la flotte du groupe EDF, c'est 50 000 véhicules légers, répartis dans 26 pays dans le monde. Et aujourd'hui, on a 16 300 véhicules électriques dans la flotte. On a commencé cette électrification... Partout sur la planète? Oui, alors les véhicules électriques, donc on a dans 26 pays dans le monde, donc dans toutes les régions du monde. Et les véhicules électriques, aujourd'hui, on en a dans 13 pays. Très bien. Alors, quelles sont les perspectives aujourd'hui, que ce soit ou Léo ou vous, comme vous voulez, Léo, perspectives européennes, tout ce qui est initiative en cours, puisque on parle bien des entreprises. On va juste rappeler que le nouveau ministre des Transports, c'est M. Armand, je crois, a un petit peu tapé du poing sur la table, on en parlait tous les deux, parce que vous étiez là en début de semaine. Il y a eu une énorme réunion, ce qu'on appelle un summit pour les professionnels, la PFA qui co-organise le mondial, etc., en début de semaine. Et le nouveau ministre des Transports, entre autres, disait « Stop, les entreprises, vous ne jouez pas le jeu, vous n'avez pas encore atteint votre quota ». Quelles sont les perspectives ? Ouais, effectivement, en fait, quand on regarde le marché des véhicules électriques, on se rend compte qu'il y a une différence entre le segment des particuliers et le segment des entreprises. On a l'habitude de commenter les chiffres généraux de progression du part de marché des véhicules électriques en général. Et en fait, on oublie souvent de regarder dans le détail entre ces deux types d'utilisateurs. Et effectivement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que du côté des particuliers qui achètent des véhicules neufs, on est en train d'y aller. En France, là, sur le premier semestre, c'était 25% de part de marché en électrique. Donc les ménages, les particuliers, ils ont besoin de plus en plus de véhicules électriques, ils y vont. Là où on a encore un sujet, c'est sur les flottes d'entreprises. En France, c'était 11% sur les 6 premiers mois de l'année. Donc effectivement, là-dessus, il y a un peu un retard à l'allumage qu'on n'observe pas forcément dans tous les pays, mais qui est en tout cas assez présent en France. Et donc effectivement, beaucoup de ministres se sont positionnés ces derniers jours pour dire il va falloir y aller. Déjà parce que c'est dans l'intérêt des entreprises elles-mêmes, mais aussi parce qu'on a des enjeux derrière industriels, économiques, climatiques. Donc c'est aussi la raison pour laquelle il faut accélérer là-dessus. Vous dites que la France est un petit peu, pas le mauvais élève, mais peut-être pas un des meilleurs. Il y a un pays en Europe au niveau de l'entreprise, au niveau des flottes entreprises, un ou plusieurs. Vous pouvez nous donner un exemple? Oui, alors bien évidemment, on pense toujours aux pays nordiques qui sont très bons sur ces sujets-là, qui ont avancé très rapidement. Mais un peu plus proche de nous, on va avoir la Belgique, on va avoir le Royaume-Uni. Les Allemands sont aussi un peu devant nous. Donc c'est des pays qui sont assez proches, avec des cas d'usage automobile professionnels qui sont similaires aux nôtres. Et donc, ce qu'on peut se dire, c'est si on arrive à le faire d'un côté des Ardennes, pourquoi pas de l'autre? Si on arrive à le faire d'un côté de la Manche, pourquoi pas de l'autre? Et effectivement, il n'y a pas de blocage majeur qui aujourd'hui empêcherait les entreprises françaises d'y aller. Et on pourra parler de comment est-ce que justement on peut réussir à y aller et
pourquoi est-ce Et que c'est pourquoi intéressant de le faire surtout. Alors, on va commencer à parler de comment on peut réussir à y aller avec Pascal, mais sur vos propres collaborateurs. Oui. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que les collaborateurs d'EDF, partout sur la planète, aient envie de passer un véhicule professionnel électrique? Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a un travail sur les cas d'usage. Ça, c'est fondamental. Hein. Il ne faut pas avoir de contre-référence. Et donc, pour ne pas avoir de contre-référence, il faut fournir à la fois le véhicule et la solution de recharge adaptée au cas d'usage. Ça, c'est pour la partie professionnelle. Et puis, pour la partie personnelle, on a une forte incitation de nos salariés à travailler leur bilan carbone. Et pour ça, eh bien, on a des offres d'isolation de la maison, de mise en place de pompes à chaleur et des offres de mobilité électrique qu'on a vues avec les constructeurs, des constructeurs automobiles. Et donc, nos salariés ont la possibilité de commander des véhicules électriques auprès des constructeurs. Donc, aujourd'hui... Attendez. Ça veut dire qu'ils ont le choix? Ça veut dire qu'ils ont le choix, oui, bien sûr. Waouh! C'est-à-dire que je suis salarié EDF, je craque sur la MG là, qui est présente sur... Alors, attention, on a négocié uniquement des véhicules construits en Europe. Hein. Ah, voilà. D'accord. Donc je craque sur la R5, oui. Qui est présentée, ou la 4L qui sera, elle, commercialisée au mois de février 2025. Oui. Mais là, je craque sur la R5, je peux acheter une R5 en tant que véhicule de fonction. Alors, ce n'est pas des véhicules de fonction, là, c'est des véhicules Mon personnels. véhicule perso, mais vous m'aidez? Ouais. Alors, nous, on n'aide pas, mais c'est les constructeurs qui font une offre aux salariés du groupe sur les véhicules électriques. Trop bien. Ça, alors, c'est une offre, hein, c'est une offre qu'on peut négocier à titre personnel. Alors, il faut savoir négocier, mais on peut l'avoir aussi à titre personnel, même si on n'est pas salarié EDF, hein, mais ça facilite les choses. C'est-à-dire, quand on dit à un salarié, ben voilà, vous avez une offre, même si elle n'est pas exceptionnelle, mais au moins, il y a l'offre. Et donc, aujourd'hui, parce que c'est ça, c'est ce qui compte, c'est le résultat. Bien sûr. Aujourd'hui, donc, on a 26% de nos salariés en France qui ont un véhicule électrique, c'est-à-dire 10 fois la moyenne des Français. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que ça permet aussi de faciliter la transition de la flotte de l'entreprise, puisque quand un salarié a à titre personnel un véhicule électrique, c'est beaucoup plus facile de lui mettre à disposition un véhicule électrique à titre professionnel. Donc ça, c'est un exemple concret. Hein. Ils ont un pourcentage sur le prix de l'achat, ça oui. c'est clair. Qu'est-ce que vous leur proposez aussi comme facilité au sein même de la société, c'est-à-dire qu'ils peuvent se brancher Alors, il y a deux choses. Hein. Donc, ils ont aussi la possibilité de de commander une borne chez Easy, là aussi avec un tarif privilégié. Donc, une borne à domicile. Et puis, sur le site de travail, donc, bon, je vous l'ai dit, on a plus de 16 300 véhicules électriques dans la flotte. Et donc, pour cela, on a mis en place sur nos sites plus de 17 200 points de charge. Donc, on a plus de 17 200 points de charge opérationnels sur nos sites. Alors là, il y a 1200 sites au niveau mondial, hein, donc il y en a un peu moins en France, bien sûr, il y en a à l'étranger. Et donc, et là, quand un salarié vient au travail avec un véhicule électrique, il a bien la possibilité de recharger son véhicule électrique sur site de travail. D'accord. Avec des prix? Voilà, alors il y a deux choses. Il y a les entités du groupe, parce que là on est au niveau du groupe, hein, donc le groupe EDF, c'est Enedis, c'est Dalkia, c'est EDF SA, c'est Framatome, c'est EDF Renouvelable, EDF ENR, enfin, voilà, Easy Confort. Grosse maison. Voilà, une grosse maison, 180 000 salariés au niveau mondial. Eh bien, donc certaines entités offrent 50 recharges par an, donc sur site de travail, et après c'est payant. 50 recharges par an, c'est pas mal quand même. Oui, ça fait entre 8 et 10 000 km par an. Alors, je sais bien qu'il y en a qui sont en train de se dire, bon, on est en train de parler, je viens à vous Léo, hein, avec Monsieur Pavard qui représente EDF et donc la flotte d'EDF, et que quand on travaille chez EDF, eh ben c'est facile parce qu'on paye moins cher le kilowattheure. Il y a des choses, c'est pas des idées reçues, mais c'est plus aussi bien qu'avant. Ils payent maintenant. Avant, ils ne payaient pas, maintenant ils payent. Bien sûr, ils payent. Et puis, même le tarif agent, hein, c'est un avantage en nature, hein, donc c'est déclaré comme un salaire. Oui, c'est plus donc, comme dans les années 80. Non, c'est plus ça. Il est temps de changer, mon bon monsieur. Léo Larivière, quelles sont pour vous les principales raisons pour lesquelles les entreprises sont souvent pionnières dans le fait de faire changer les choses au niveau sociétal? Oui, quand on parle avec des entreprises qui ont réussi à avancer vite sur l'électrification de leur flotte, je pense qu'on peut dire qu'il y a trois éléments qui se détachent. Le premier, c'est du côté de la direction de l'entreprise. Il faut une direction d'entreprise qui a compris les enjeux, qui a compris son intérêt à y aller, qui fixe des objectifs, qui fixe un cap, qui parfois met des moyens, notamment au démarrage, pour installer les bornes, pour mettre en place une équipe projet,
pour faire des incitations aux salariés. Bref, il faut une direction porteuse. Ça, c'est vraiment le socle sur lequel on peut construire sa stratégie de transition vers le véhicule électrique. Deuxième élément, il faut une équipe projet qui soit en charge de cette transition, qui soit formée. Parce que, évidemment, ça demande des compétences spécifiques, ça demande des connaissances spécifiques, et pour ça, on a besoin d'être formé. Donc, il faut une équipe qui soit en charge du projet et qui soit compétente là-dessus. Et troisième élément, il faut de la conduite du changement avec les syndicats, avec les salariés, avec des incitations pour que les salariés aient envie d'y aller, une communication interne sur les objectifs. Et quand on a ces éléments-là qui sont réunis, en fait, ça fonctionne très bien. Et évidemment, il y a des obstacles, il y a des freins, comme dans tout projet d'entreprise, mais il n'y a rien d'insurmontable et on arrive à y aller. Et quels sont les freins aujourd'hui? Alors pourquoi aujourd'hui, comme disait notre nouveau ministre, ça ne fonctionne pas encore assez? Quels sont les vrais freins? Oui. Peut-être juste un parallèle avant, c'est le parallèle que je fais souvent avec la digitalisation des entreprises. Si on avait dit aux entreprises, bon bah digitaliser, mais il n'y aura pas de direction porteuse, il n'y a pas de salariés sur le coup, il n'y a pas de conduite du changement, bien évidemment on n'en serait pas là et on n'aurait pas aujourd'hui du travail numérique. C'est comme tout projet, l'électrification, c'est un projet qui demande voilà, du temps et des moyens. Sur les freins, le frein numéro 1, je pense, c'est un frein culturel. On est dans un contexte de désinformation qui est massif sur le véhicule électrique et ce contexte-là, il touche tout le monde, y compris les directions des entreprises. Et donc, il y a beaucoup de dirigeants qui ne sont pas convaincus, qui ne comprennent pas bien les enjeux et donc ça, c'est un frein qui est quand même assez important. Deuxième élément, c'est un élément fiscal. Quand on regarde ce qui se passe du côté des entreprises dans les pays qui sont assez performants sur l'électrification des flottes, très clairement, on a des gouvernements qui ont mis en place des politiques fiscales extrêmement incitatives, et pas seulement avec de l'aide, mais aussi avec de la taxation. C'est pour ça qu'en ce moment, on est dans une période de loi de finances, et c'est important de rappeler que la taxation, c'est l'un des moyens les plus efficaces d'organiser cette transition vers le véhicule électrique, parce que ça pousse à un moment à se dire, bien en fait, l'avantage financier, il est tel qu'il faut que j'y aille. Ce qui se passe là avec les nouvelles taxes qui vont arriver, les nouveaux malus, y compris sur les plus petites thermiques, pour vous, c'est une bonne chose parce que ça va nous obliger, nous, à réfléchir autrement, à passer à l'électrique? Ah non, mais on parle vrai. Oui, allons-y. On parle vrai. En fait, ce qu'il faut dire sur ces histoires de malus, il y a beaucoup, évidemment, aussi d'informations un peu, un peu fallacieuses sur le sujet. Premièrement, le malus ne touche que les achats de véhicules neufs. Donc, c'est exclusivement les entreprises et les particuliers plutôt aisés qui ont les moyens d'acheter des véhicules neufs. Ce n'est pas une taxe carbone qui va toucher n'importe qui. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a entendu des chiffres en disant avec ce nouveau malus, on va toucher 80% du marché, etc. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça parce que ce chiffre de 80%, ça correspond à l'application du malus en 2027 au marché de l'année dernière en 2023. Où on dit si on avait appliqué la taxe dans 3 ans à l'année dernière, qu'est-ce que ça aurait donné en termes de nombre de véhicules touchés? En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Le marché, il est en train de progresser avec de l'électrique. À horizon 2027, on aura 40% de véhicules électriques en part de marché, donc on n'est pas du tout sur 80%. Donc, mais au-delà de ces éléments un peu techniques, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on a besoin d'avoir ce signal fiscal aujourd'hui pour montrer que c'est la direction dans laquelle on va. Et ce n'est pas pour remplir les poches de l'État, même si évidemment on a un problème budgétaire, mais c'est aussi pour dire que c'est le sens de l'intérêt de notre industrie et le sens de l'intérêt de nos entreprises, parce que ça coûte moins cher, on est moins dépendant des aléas du marché du pétrole, donc on est plus souverain. On est plus souverain. C'est ça l'avenir de la mobilité dans les entreprises. Ah ouais. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà un véhicule électrique? Ah, une personne. Voilà, alors... 2 personnes. 3. 3. Ah, vous voyez, ça monte doucement, mais on y va. Hein. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui, dans leur entreprise, ont accès à une flotte électrique, de par leur métier? Madame, oui? Pas encore, vous voyez. Monsieur, là-bas, vous avez un véhicule électrique? Vous conduisez des bus électriques. Où ça? À Angoulême. Ah, la ville de la BD, la Charente. On est encore effectivement au début de tout cela. Et d'ailleurs, chez EDF, quels sont les défis, vous, que vous avez eu à relever pour amener cela au-delà de toutes les aides que vous proposez? Oui, tout à fait. Alors, juste une précision, hein, quand je parle des 50 recharges offertes, par exemple, hein, par an au niveau de l'entreprise, ça c'est valable pour toutes les sociétés. Oui, tous les employeurs en France peuvent proposer de la recharge sans avantage en nature. Et donc ça c'est très intéressant hein, pour sensibiliser les salariés et aider à la transition. Donc nous, le plus gros problème qu'on a eu et qu'on a dû traiter, c'est... la conduite du changement. La conduite du changement, c'est absolument fondamental. Alors,
Auprès des collaborateurs d'EDF. Hein. Des collaborateurs d'EDF et à tout niveau. Et j'ai l'habitude de dire, voilà, aujourd'hui, on est en train de faire un transfert entre des véhicules thermiques et des véhicules électriques. On est au début du 21e siècle. Mais il y a eu un autre grand transfert, hein, il y a longtemps, hein, fin du 19e, début 20e, où on est passé du cheval à la voiture, et là, la transition était beaucoup plus importante. Hein. Donc ça, c'est pour relativiser. Hein, et il y avait moins d'aspect communication. Et donc la façon dont on a travaillé, c'est bien un travail sur les cas d'usage. Parce que on a, nous, commencé à avoir des véhicules électriques en grand volume à partir de 2012-2013, hein, parce qu'à l'époque, on a commandé 1500 véhicules électriques. Et à l'époque, on a dû adapter le travail à la voiture. Et donc aujourd'hui, on a le règle, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Hein. Et d'où le travail sur les cas d'usage pour qu'on n'électrifie que les cas d'usage pour lesquels on a une solution véhicule 100% électrique et recharge associée. Et aujourd'hui, sur l'ensemble de la flotte, on a 74% de nos véhicules qui sont électrifiables. Donc on électrifie dans les 74% et on n'électrifie surtout pas les 26% qu'on ne sait pas traiter de manière adéquate. D'accord. Voilà. Donc c'est ça en fait qui est important, c'est qu'il faut électrifier là où c'est électrifiable. Et on a largement de quoi faire aujourd'hui. Et quand on parle là où c'est électrifiable, c'est aussi la façon dont les gens peuvent se recharger chez eux s'ils ont besoin. Voilà. Et tout ça, c'est pas... Oui, parce qu'en fait... Donnez-nous des détails. On a le véhicule 100% électrique, et donc il faut que le véhicule corresponde au travail à effectuer. Hein. Si c'est un véhicule utilitaire léger, il faut qu'il y ait la charge utile, le volume et l'autonomie. Mais après, il y a les modalités d'utilisation du véhicule. Et sur nos 50 000 véhicules, on a 15 000 véhicules qui rentrent tous les soirs avec le salarié à la maison. Et donc, quand on est arrivé sur ce cas d'usage, on s'est dit, bon, là, il faut qu'on développe la recharge professionnelle au domicile du salarié. Et ça a pris du temps parce que c'est la première fois où on met un outil de travail connecté à la maison personnelle du salarié. Donc ça a été travaillé. La DRH, enfin les ressources humaines du groupe ont travaillé sur le sujet. Il a fallu aussi questionner l'URSSAF. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Et donc faire préciser des règles qui n'avaient pas été imaginées. Donc maintenant c'est fait. Et maintenant on a plus de 100 bornes de recharge au domicile de vos salariés. Ouais, tout à fait. Vous nous annoncez pour EDF une flotte de 16 000 véhicules électrifiés dans le monde. Oui. Quel est le pays qui a été le plus difficile à convaincre? Je parle au niveau des collaborateurs. Alors, je vais parler des grands pays, les flottes où on a plus de 200 véhicules. D'accord. Donc, c'est l'Italie qui... Mais c'est général, hein, en fait. En Italie, il n'y a pas les mêmes incitations fiscales, notamment, pour le véhicule électrique. Mais ça, c'est général, hein, c'est pas que pour EDF. Nous, on a une filiale en Italie qui s'appelle Edison. Donc, eux, c'est plus compliqué parce que le retour sur investissement est plus long. D'accord. Donc, ça y est, ils ont décollé, ça démarre. Et puis là, on va mettre des bornes sur les autoroutes en Italie. Donc, ça avance, mais c'est l'Italie. D'accord. Et puis, si vous me dites le pays le plus rapide, c'est la Belgique. Ah. Voilà. Et après, c'est le UK. Ils sont plus petits aussi. Et je parle en pourcentage, hein, donc ils ont un très bon taux d'électrification. je taquine exprès. Et après c'est le UK et en troisième c'est la France. On n'est pas si mal en fait. Oui, on est pas mal. On n'est pas si mal. Là, on est quand même des bons élèves. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont une société, petite ou grande PME? Vous? Plus petite, grande? Combien de collaborateurs? Moyenne? 25? Moins de 5. Est-ce qu'ils ont tous... du coup, il y a une petite flotte ou pas? Et électrifié? Ça y est? 100%. 100%. Bravo. C'est quoi votre société? Mais voilà, on accompagne les entreprises dans la décarbonation. Voilà. Et c'est bien l'objectif. C'est d'être exemplaire pour montrer que c'est faisable. C'est ça. C'est faisable, mais avec une bonne méthode. Une méthode où justement on ne met pas méthodologie, pardon. Voilà. Où on ne met pas des véhicules électriques dans des cas d'usage où ça ne marche pas. Et comme aujourd'hui on est à 74%, et dans ces 74%, on a tous nos véhicules utilitaires légers qui fonctionnent à l'exception de ceux qui tractent des remorques. Bon. Ça, on ne l'a pas encore fait. Très bien.
Je voudrais qu'on parle des bénéfices aussi, parce que là, bon, on a mis en place, on a fait un bilan un petit peu. Bravo à vos collaborateurs. Faisons un gros bilan des bénéfices. Ça apporte quoi aux entreprises, puisque Léo Larivière, de Transport et Environnement, vous, votre cheval de bataille, c'est vraiment les entreprises. Ouais. Alors, il y a plusieurs bénéfices à passer à l'électrique pour une flotte. Le premier d'entre eux, et c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est le financier. En fait, aujourd'hui, et Pascal pourra en rendre compte parce qu'ils font ces calculs-là sur leur propre flotte, une flotte 100% électrique, c'est moins cher qu'une flotte 100% thermique. Pourquoi ? Pour le TCO, entre l'acquisition et toute la vie de la voiture. Exactement, parce qu'en fait, quand on parle du coût de l'électrique, on a tendance à regarder uniquement le prix à l'achat. On rappelle bien ce qu'est le TCO. Oui, je vais le dire. Effectivement, on regarde d'abord le coût à l'achat. On se dit, voilà, le véhicule électrique, il est plus cher à l'achat, donc l'électrique, ça coûte plus cher. En fait, ça ne marche pas comme ça, parce que quand on a une voiture, on sait bien qu'on ne paye pas que le coût à l'achat ou le coût de la location. On paye l'entretien, on paye la fiscalité, on paye l'assurance. Et puis après, sa valeur résiduelle. La valeur résiduelle. Donc on a l'ensemble des coûts qui rentrent en ligne de compte, et les automobilistes le savent bien. Et quand on fait ce calcul où on regarde l'ensemble des coûts, eh bien l'électrique aujourd'hui s'en sort très bien. C'est même une voiture qui coûte en réalité moins cher. Simplement, il faut regarder ça sur une période de temps qui s'étire entre 3-4 ans. À partir de 3-4 ans, on commence à avoir des bénéfices financiers à passer l'électrique. Donc quand on est sur une flotte d'entreprise qui a cette capacité justement à se projeter, à regarder un peu plus en avant, eh bien ça joue énormément. Donc premier sujet, c'est un sujet de coût. Deuxième sujet dont j'aime parler, et je le disais tout à l'heure, c'est la souveraineté. C'est-à-dire que quand on est une entreprise ou une association, un service public, et qu'on a des véhicules automobiles, des véhicules utilitaires qui nous servent à faire nos activités économiques, eh bien, quand on a des véhicules thermiques, on est à un risque vis-à-vis du marché du pétrole. C'est-à-dire que si demain, il y a un grand choc pétrolier avec une augmentation forte des prix du carburant, eh bien, ce qui se passe de façon très concrète, c'est que... On l'a vécu, hein. Un litre à plus de 2 euros. On l'a vécu. Hein, ça remonte là. Toutes les queues aux stations-service, etc. Ça, c'était les grèves françaises. Faire le plein. Voilà, ça, c'était un autre sujet. Mais on sait bien que en fait, le marché du pétrole, il est instable et il va continuer à augmenter. Donc, quand on est une entreprise, il vaut mieux dépendre de la production d'électricité à l'échelle nationale une fois qu'on a mis son véhicule électrique sur la route, plutôt que de se demander ce que vont décider les pays de l'OPEP, qui sont ni des alliés de la France, ni des alliés de l'Europe. Et donc, il y a aussi un enjeu finalement de souveraineté et de protection de ces activités. Et ça vaut pour les entreprises, mais dans les flottes professionnelles, il y a aussi les administrations. Et je préférais que nos services publics dépendent de la production d'électricité sur le territoire qui est de plus en plus décarbonée, plutôt que des choix qui sont faits par l'OPEP sur le marché du pétrole. Et ça, c'est un point dont on parle insuffisamment et qui est très très important. Mais quand on parle de flotte d'entreprise, on ne parle pas que de la voiture du collaborateur. Ce sont effectivement les petites voitures quand EDF vient nous dépanner. C'est aussi la flotte professionnelle. En fait, les flottes professionnelles, c'est les véhicules ce qu'on appelle les véhicules de service. Ouais. Donc ça, c'est tous les véhicules utilitaires ou auto ou des voitures qui sont des voitures simples. On a des voitures de fonction, on a la location de courte durée, on a les taxis VTC. Tout ça, c'est les flottes professionnelles. Donc c'est tout ce qui nous sert. En fait, c'est aussi ce qui irrigue les activités économiques du pays. C'est pour ça que c'est très important que ça puisse être protégé vis-à-vis de ces aléas du marché du pétrole. Quels bénéfices vos collaborateurs ont tiré de tout cela, vous, et les bénéfices aussi pour vous, hein, parce qu'on est dans la partie des bénéfices. Alors, je voudrais juste apporter une précision sur le coût total de possession, hein, le TCO. Il faut bien calculer le TCO au niveau global entreprise, donc au niveau de son bilan. Parce que quand on est sur un TCO de type gestionnaire de flotte, le véhicule électrique est souvent plus cher que le véhicule thermique. Mais quand on est directeur financier et qu'on voit les avantages fiscaux que l'on retrouve au bilan de l'entreprise, c'est en intégrant ces avantages fiscaux que là, le véhicule électrique devient moins cher que le véhicule thermique. Alors c'est vrai que c'est compliqué. Malgré le fait qu'il n'y aura plus d'aide. Comment ? Il n'y aura plus d'aide à l'achat, malgré ce fait. Oui, alors pourquoi ça, alors, ça va baisser, hein, c'est clair, mais les véhicules électriques vont aussi baisser en prix. Et c'est juste une question de volume de production. Parce que quand on fait l'analyse de la valeur d'un véhicule électrique, un véhicule électrique, il comprend moins de valeur qu'un véhicule thermique. Ce qui veut dire que produit au même volume, un véhicule électrique est moins cher qu'un véhicule thermique en production. Hein. Donc vous allez voir, comme les véhicules électriques augmentent en production, leur prix de revient diminue, et donc vous allez voir les prix de vente des véhicules électriques baisser. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui en Chine, où il y a une production de véhicules électriques extrêmement importante,
eh bien, on a plus de 50% des véhicules électriques dont le prix est inférieur à leur équivalent thermique. Et ça, c'est ce qui va se passer. Donc, à terme, sur le moyen et le long terme, globalement, ça va faire gagner du pouvoir d'achat parce qu'on aura des véhicules électriques qui seront moins chers, même à l'achat, que les véhicules thermiques. Donc là, on est dans la phase de transition. Donc, le travail, enfin, ce qu'on fait aujourd'hui et ceux qui sont en avance, qui permettent justement d'augmenter la production des véhicules électriques, préparent l'avenir. D'abord, un avenir décarboné. Là, je regardais tout à l'heure, hein, en France, à 13h15, on était à 13 grammes de CO2 par kilowattheure produit. D'accord. Hein, donc ça, c'est exceptionnel. C'est un peu imbattable. Hein. Ouais, allez, rapidement, parce qu'on arrive sur la fin de notre échange sur le rôle des entreprises pour la transition sur les flottes, la transition électrique. Aujourd'hui, quelles sont les choses qui vont arriver d'ici quelques mois, peut-être 2-3 années, qui vont encore révolutionner et qui vont encore plus inciter à passer à l'électrique? Pour les flottes, on est toujours sur le sujet des flottes d'entreprise. Alors, bon, d'abord, Pascal l'a dit, hein, il y a aujourd'hui, on observe une baisse du prix à l'achat des véhicules électriques qui sont de moins en moins chers et ça va s'observer très fortement à partir de 2025 parce qu'en 2025, on a un certain nombre de modèles qui vont commencer à s'approcher des 25 000 euros. On commence à y être déjà aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà un élément important. C'est-à-dire qu'on se rapproche de la parité du coût à l'achat. Ça, c'est le prix. Mais moi, je voudrais parler aussi au niveau européen, etc. Voilà. Après, on va avoir aussi un certain nombre de normes, de fiscalité qui vont encore plus inciter à y aller. On a les normes CO2 qui touchent les constructeurs automobiles qui sont donc en voie de transition vers le véhicule électrique. Et on connaît cette marche forcée quand même. Hein. Ouais, après ça c'est tout un débat, il faudrait qu'on prenne encore une demi-heure pour mais effectivement, donc on a ce marché qui va à l'électrique de toute façon, avec des modèles de plus en plus performants. Et puis on a aussi, à l'échelle française comme européenne, des discussions aujourd'hui autour de d'obligations de transition vers l'électrique pour les plus grosses entreprises. Donc ça ne concernera pas les artisans, etc. Ça concernera les grosses entreprises, de façon à ce que ceux qui ont le plus de moyens, le plus grand nombre de véhicules, puissent organiser rapidement leur transition vers l'électrique. Et ensuite, ce que ça va produire, c'est une accélération de la diffusion de ces véhicules électriques sur le marché de l'occasion. Et là, sur le marché de l'occasion, on a des véhicules qui vont être encore moins chers, accessibles, bon, déjà aux classes moyennes, puis ensuite aux ménages précaires, mais aussi aux artisans, aux PME, etc., qui ne vont pas aller acheter des véhicules neufs, mais qui par contre vont pouvoir être sur le marché de l'occasion. Ah, c'est cool. Voilà, donc ça c'est un point très important, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette articulation entre le marché du neuf et le marché de l'occasion, et plus les véhicules neufs passent à l'électrique rapidement, et notamment du côté des flottes d'entreprise, et plus on aura la facilité ensuite à avoir accès à des véhicules électriques moins chers, d'occasion, et 85% des gens achètent leurs véhicules d'occasion, donc c'est là où les flottes d'entreprise ont un rôle à jouer. C'est dans cet accès de tous à la voiture électrique. Et alors, évidemment, on a monsieur EDF avec nous, monsieur Pavard, on ne va pas s'en priver. Oui. On en est où techniquement, les bandes de recharge, tout ça, ça évolue très très vite, ça aussi? Oui, ça évolue très vite. D'ailleurs, sur le stand, vous proposez quelque chose d'assez extraordinaire. Je vous inviterai à aller faire un tour après. Alors, oui, le véhicule électrique, nous on le considère un peu comme l'arrivée du chauffe-eau dans les années 60, chauffe-eau électrique dans les années 70. En fait, une voiture électrique qui fait 15 000 km par an, ça consomme quasiment la même chose qu'un chauffe-eau électrique. De l'époque, parce qu'aujourd'hui, il y a des chauffe-eau électriques qui sont beaucoup plus efficients et il faut bien sûr viser l'efficience. Et donc, le problème que l'on a aujourd'hui, quand on voit arriver les véhicules électriques, ce n'est pas un problème d'énergie. Hein. Les kilowattheures, aujourd'hui, on en a et on est même obligé d'en jeter parce qu'on ne maîtrise pas la production éolienne et la production solaire. Donc si en face, il n'y a pas la consommation, il faut les jeter. Et donc, jeter oui, on ne peut pas le consommer. L'électricité, ça ne se stocke pas. Donc voilà, d'où l'importance. Aujourd'hui, par contre, et ça va se stocker de plus en mieux. Voilà. Et donc, ce qu'on met en place aujourd'hui, c'est la recharge intelligente. Donc la recharge intelligente, ça veut dire recharger les véhicules au bon moment pour que justement, on puisse adapter au mieux la production qui est en partie intermittente à la consommation. Et en faisant ça, on diminue le coût du système électrique et donc le coût du kilowattheure. Et donc c'est ça qu'on travaille aujourd'hui. Alors sur Vessan, on a 6000 points de charge où on teste la recharge intelligente. Alors concrètement, je voudrais bien comprendre. Je rentre avec ma voiture électrique. Je rentre avec ma voiture électrique. Mais dans mon petit garage. Je connecte ma voiture électrique et ça ne charge pas. Ça ne charge pas parce que la borne elle va attendre le bon moment pour charger la voiture. Ceci étant,
évidemment, le client, lui, va rentrer demain matin à 8 heures, je veux que ma voiture soit chargée à, par exemple, 100%. Et donc le système va calculer les modalités de recharge pour que le lendemain matin à 8 heures, ce sera à 100%. Mais ça ne va pas forcément commencer à 18 heures, parce qu'entre 18 heures et 20 heures, il y a les pics de consommation, tout le monde rentre. Et c'est pas là qu'il faut commencer à charger une voiture électrique. Donc ça va peut-être attendre 22 heures, 23 heures, minuit, pour lancer la charge, mais le lendemain matin, ce sera transparent. Mais alors ceux qui sont heure pleine, heure creuse, ils vont tout gagner là? Ben, bien sûr. Et ils vont en gagner encore autre chose, c'est que on vient de démontrer, notre R&D vient de démontrer qu'en faisant de la recharge intelligente, on augmente la durée de vie des batteries. Donc non seulement il va gagner de l'argent, mais en plus il va gagner la durée de vie de la batterie, donc de la valeur de sa voiture. Puisque s'il veut la revendre, la batterie sera en meilleur état, donc il pourra la revendre plus cher. Et puis c'est pas de cette borne-là dont je voulais parler uniquement. Il y a un scoop. Il y a un scoop. Oui, moi je suis une bavarde. Hein. Mon métier c'est de partager l'information. Cette fameuse borne. Oui, alors ça c'est le V2G, hein, le Vehicle to Grid. Donc là, non seulement on recharge au bon moment, mais la borne, si la voiture est compatible, permet de redonner de l'énergie au réseau au moment des pics de consommation. Et là aussi ça a de la valeur. Et donc c'est ça qu'on est en train de tester. Alors ça, c'est pas encore opérationnel. C'est là que moi, je gagnerai de l'argent. Si je revends mon électricité, si je la redonne dans le réseau, je vais gagner des sous. C'est bien le principe. C'est bien le principe. Mais pour l'instant, ça, ce n'est pas commercialisé parce que... donc, si vous allez sur le stand d'EDF qui est un peu plus loin, vous voyez qu'il y a une borne où c'est marqué cofinancé par l'Union européenne. C'est parce qu'on fait un test donc, qui s'appelle EVE, qui est cofinancé par l'Union européenne. Et donc l'année prochaine, on va mettre sur nos sites et sur nos sites de partenaires 800 bornes pour tester de nouvelles technologies V2G. Alors, la particularité de la borne que vous avez là, hein, parce que le V2G, ça existe depuis longtemps, mais jusqu'à présent, c'était avec la norme japonaise qui s'appelle CHAdeMO. Et là, pour la première fois, vous avez une borne Combo CS en V2G. Combo CS? Oui, Combo CS, c'est la norme européenne pour la recharge rapide des véhicules. Donc vous êtes en train de réinventer le jeu des 1000 bornes en fait. Hein. C'est ça. Donc on le voit bien et ce sera le mot de la fin avec vous Léo et rapidement Monsieur Pavard. Tout est aujourd'hui en place pour que les entreprises passent leur flotte au maximum à la transition électrique. Financement, coût, tout, la totale. Oui, honnêtement, aujourd'hui il n'y a pas d'obstacle technique, administratif, financier majeur pour y aller. Après, il y a un point qui est très important, et Pascal l'a mentionné, il ne faut pas concevoir cette transition comme on passe du blanc au noir. C'est-à-dire on ne demande pas en 2025 du 100% électrique sur tous les cas d'usage. Non, mais voilà, c'est ça. Il y a tellement de cas d'usage. Dans le mot transition, il y a l'idée de progressivité, et c'est ça qu'il faut faire. Il faut partir de ce qu'il est possible d'électrifier, partir des cas d'usage les plus simples. Où est-ce qu'on peut le faire de façon rapide, facile ? On commence par là, on monte en compétences et au fur et à mesure, on va vers les cas d'usage les plus compliqués, avec les plus grandes autonomies, avec la recharge la plus difficile. Et à la fin, à l'horizon de 10 ans, en 2035, les entreprises seront prêtes et l'ensemble des cas d'usage seront couverts. Donc il faut le voir comme ça, c'est vraiment cette idée de progressivité dans la transition, mais il faut bien démarrer quelque part. On ne peut pas juste se dire, bon, bah, j'attends que tout soit parfait, tout soit bon pour qu'on commence à y aller, parce que sinon il n'y a pas de transition. Très bien. Mot de la fin, Monsieur Pavard, pour EDF ? Pour EDF, la transition, elle a commencé en 2018. On était à un peu moins de 7% de véhicules électriques dans la flotte fin 2018. Donc fin août 2024, on est à 32,6%. Donc on voit que ça monte. Hein. Donc à la fin de l'année, on aura le tiers de la flotte qui sera électrique. Et on voit qu'on a encore de la progression tout à fait possible. Et donc c'est ce qu'on va faire. Hein. Comme je vous le disais, 74% aujourd'hui. Et ce qu'on travaille là maintenant très fortement, c'est les 26%. Ceux qui semblent un peu compliqués encore. Ils sont compliqués, donc on attend des véhicules des constructeurs. Hein, je pense, s'il y a des constructeurs, hein, les pick-up 4x4, nous, et pour travailler, hein, c'est des pick-up des champs hein, qu'on veut, hein, c'est pas des pick-up des villes. Donc ça, on en a besoin. Et puis on a les petits 4x4 aussi, hein, qui nous manquent en termes de véhicules. Et après, on travaille sur des solutions de recharge un peu plus compliquées. Donc on a traité la recharge à domicile en maison individuelle. Ça, c'est industrialisé, il y a l'offre Easy et autres. On vient de lancer la recharge à domicile en habitat collectif, donc toujours avec Easy, EDF. Et ce qui nous manque là, c'est les bailleurs sociaux, parce qu'on a aussi des salariés qui habitent chez les bailleurs sociaux. Donc là, mais je vois que ça bouge aussi côté bailleurs sociaux, donc c'est très bien. Et puis après, on s'est rendu compte qu'en faisant les stats, on avait à peu près un tiers des logements en France qui n'ont pas de parking associé. C'est vrai. Et donc là, on est en train de traiter le sujet
qu'on appelle pas de parking. Donc voilà, comment faire en sorte qu'un salarié qui rentre chez lui le soir et qui n'a pas de place de parking à titre personnel puisse recharger son véhicule professionnel. Donc ça, c'est voilà, ce qu'on est en train de traiter et on a un objectif, c'est avoir des solutions pour fin 2025. En tout cas, ça bouge bien et on comprend bien que l'entreprise, avec un grand E, qu'elle soit de 5 salariés jusqu'à des millions, des milliers, est pivot dans la transition, vraiment un rôle très pivot dans la transition vers la décarbonation et les véhicules électriques. Absolument. Merci beaucoup, messieurs. Léo Larivière, on peut les applaudir, de Transport et Environnement, et Eric Pavard, qui s'occupe de toute la flotte de EDF, 16 000 véhicules dans le monde actuellement électriques. Oui, électriques. Merci beaucoup.